Pourquoi la femme qui a donné au monde la petite robe noire a-t-elle reçu le nom de code Westminster dans les archives des services de renseignement nazis? Comment celle qui a libéré le corps des femmes de ses corsets a-t-elle pu échapper au peloton d'exécution pour collaboration, n'ayant en main qu'un seul atout, le numéro de téléphone personnel de Winston Churchill? L'histoire de Gabrielle Chassenel, dite Coco, n'est pas un conte de fées sur une Cendrillon de la mode. C'est une chronique de guerre, un manuel de survie où chaque couture cache une cicatrice et chaque perle une goutte de sang. Elle n'a pas simplement créé un style. Elle a forgé une arme à partir de tissus et de fils, une armure pour un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. Sa vie n'est pas une biographie, c'est un dossier d'enquête. Et chaque chapitre révèle une nouvelle strate de génie et de trahison inextricablement mêlées, comme les fils noirs et blancs de son tweed fétiche. La vérité sur Coco Chanel était bien plus sombre et plus complexe que toutes les légendes qu'elle a elle-même si soigneusement tissées. L'histoire commence, comme toutes les grandes tragédies, dans la misère la plus totale. Née en 1883 dans un hospice pour pauvres à Saumur, Gabrielle est la fille d'un vendeur ambulant qui l'abandonnera, elle et ses sœurs, à l'orphelinat de l'abbaye d'Aubazine après la mort de leur mère. Cet abandon est la blessure originelle, le moteur de sa rage de vaincre. L'orphelinat, avec sa discipline de fer et son esthétique austère, deviendra sa première source d'inspiration. Les uniformes noirs et blancs des religieuses, les lignes pures de l'architecture cistercienne, les motifs entrelacés des vitraux, tout cela se retrouvera des décennies plus tard dans ses créations. Elle y apprend la couture, non comme un art mais comme un outil de survie. Chaque point est une déclaration de guerre contre la pauvreté. Chaque coupe précise une tentative d'effacer les humiliations de son enfance. Elle ne coupe pas, elle se venge. Sortie de l'orphelinat, elle tente sa chance comme chanteuse de café-concert à Moulins. C'est là qu'elle gagne son surnom, Coco, probablement tiré d'une chanson populaire, Qui qu'a vu Coco? Mais elle comprend vite que sa voix ne la mènera pas loin. Son véritable talent est ailleurs, dans sa capacité à séduire et à utiliser les hommes de pouvoir. Elle devient la maîtresse d'Étienne Balsan, un riche héritier, qui l'introduit dans un monde de luxe, de chevaux et d'oisiveté. Chez lui, elle observe, elle apprend, elle absorbe les codes de l'aristocratie avec la précision d'un espion en mission. Elle emprunte les vêtements de ses amants, les pantalons d'équitation, les vestes en tweed et les adapte à sa silhouette androgyne. Ce n'est pas de la mode, c'est une rébellion. Elle ne suit pas les tendances, elle les dynamite. Puis vient Arthur Boyd Capel, un homme d'affaires anglais et le grand amour de sa vie. C'est lui qui décèle son génie commercial et qui finance l'ouverture de sa première boutique de chapeaux à Paris en 1910. Elle ne vend pas des chapeaux, elle vend une attitude, des créations simples, épurées, à l'opposé des constructions extravagantes de la Belle Époque. Son succès est immédiat et fulgurant. Elle ouvre ensuite des boutiques à Deauville et à Biarritz, où elle commence à vendre des vêtements. Des marinières, des cardigans en jersey, des pantalons pour femmes, des vêtements inspirés du vestiaire masculin et des tenues de sport. Elle libère le corps de la femme, lui offre le confort et la liberté de mouvement. C'est une révolution, mais une révolution menée avec le calcul froid d'un stratège. Chaque pas de son ascension est une manœuvre calculée. Elle ne se contente pas de créer des vêtements, elle crée un personnage, une légende. Elle ment sur ses origines, s'invente une enfance respectable, efface toute trace de l'orphelinat et de la pauvreté. Sa vie devient son chef-d'œuvre le plus abouti, une fiction qu'elle contrôle d'une main de maître. La mort tragique de Boyd Capel dans un accident de voiture en 1919 la dévaste, mais elle transforme même son deuil en un acte de marketing. Elle popularise la petite robe noire en faisant non seulement un symbole d'élégance, mais aussi le reflet de son propre cœur brisé. Elle a compris avant tout le monde que le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans l'histoire que l'on raconte. Le Paris des années 20 est sa scène, et elle en est la reine incontestée. Son salon au 31 rue Cambon n'est pas seulement une boutique, c'est le centre névralgique de l'avant-garde culturelle et politique. Elle y côtoie Picasso, Cocteau, Stravinsky, Diaghilev. Elle finance les ballets russes, devient la mécène d'artistes, mais jamais par pur altruisme. Chaque geste est un investissement. Elle n'achète pas de l'art, elle achète de l'influence, du prestige.
Elle construit son empire avec une détermination implacable, éliminant ses concurrents, séduisant les critiques, dictant ses lois à un monde qui, quelques années plus tôt, l'aurait ignorée. Elle n'est plus la petite orpheline d'Aubazine. Elle est Mademoiselle Chanel, une institution, une marque, un mythe vivant. Elle a compris que pour régner, il ne suffit pas d'habiller les femmes. Il faut leur vendre un rêve, une aspiration. Ces créations ne sont pas de simples vêtements, ce sont des manifestes. Le pantalon, c'est l'égalité. Le jersey, c'est la liberté. La petite robe noire, c'est l'indépendance. Elle n'a pas suivi la mode, elle est devenue la mode. Mais derrière le paravent de l'émancipation féminine se cache une femme de pouvoir, autoritaire, colérique, capable des plus grandes générosités comme des plus basses vengeances. Elle licencie ses ouvrières qui osent ne faire grève, méprise ses rivales et ne pardonne aucune trahison. Elle bâtit un empire à son image, élégant en surface, impitoyable en son cœur. Son instinct de survie, aiguisé dans les couloirs froids de l'orphelinat, ne l'a jamais quitté. Il est devenu son sixième sens, son guide dans la jungle parisienne. Elle sait que le pouvoir est une chose fragile, qu'une réputation peut se défaire aussi vite qu'elle s'est faite. Elle se méfie de tout et de tous, ne faisant confiance qu'à son propre jugement. C'est cette méfiance, cette certitude d'être seule contre tous, qui la pousse à chercher des alliances toujours plus haut, à s'entourer non seulement d'artistes, mais aussi de politiciens, d'aristocrates, de ceux qui détiennent les véritables leviers du pouvoir. Elle écoute, observe, analyse, collectionne les secrets comme d'autres collectionnent les bijoux. Son salon de la rue Cambon devient une plaque tournante d'informations, un lieu où se croisent les destins et où se murmurent les complots. Les conversations qui s'y tiennent deviennent de plus en plus inquiétantes, portant l'écho d'un monde qui marche inexorablement vers sa propre destruction. Sa soif de pouvoir l'a-t-elle rendue aveugle aux dangers qui se profilaient, ou était-elle simplement une prédatrice capable de sentir l'odeur du sang avant même que la première goutte ne soit versée? Dites-nous ce que vous en pensez. Sa cruauté était-elle une armure nécessaire pour la survie ou le premier symptôme d'une nature de prédatrice? Écrivez votre choix dans les commentaires. Dans l'atmosphère électrique du Paris des années folles, où le champagne coule à flot et où l'on danse sur un volcan, l'air commence à sentir la poudre. Les conversations dans les salons feutrés ne portent bien plus seulement sur l'art et la littérature, mais sur la montée des nationalismes, la crise économique et la menace grandissante qui vient de l'autre côté du Rhin. Chanel, au sommet de sa gloire, est au cœur de ce tourbillon. Elle ne se contente plus d'habiller le monde, elle veut le posséder. Et pour cela, il lui faut une arme ultime, une signature olfactive qui graverait son nom dans l'éternité. En 1921, elle lance un parfum. Elle le veut artificiel, composé comme une robe. Un parfum qui ne sent pas la rose ou le muguet, mais un parfum de femme à odeur de femme. Le parfumeur Ernest Beau lui présente plusieurs échantillons. Elle choisit le 5e. Le nom est une évidence, numéro 5. Ce n'est pas un nom, c'est un code. Un chiffre porte-bonheur, une formule magique qui va la rendre immensément riche et puissante. Pour commercialiser son parfum, elle s'associe aux frères Pierre et Paul Wertheimer, propriétaires des parfums bourgeois. Ils créent la société Les Parfums Chanel. Elle n'obtient que 10% des parts, une décision qu'elle regrettera amèrement et qui nourrira une haine tenace envers ses partenaires. Elle se sent flouée, dépossédée de sa propre création. Cette rancœur deviendra l'un des moteurs de ses actions les plus sombres. Pour l'heure, le succès du numéro 5 est planétaire. C'est plus qu'un parfum, c'est un symbole de statut, un luxe liquide qui s'exporte aux quatre coins du globe. Chanel devient une marque mondiale et sa créatrice, une femme d'affaires redoutable. Mais l'argent ne lui suffit pas. Elle cherche la légitimité, la reconnaissance ultime, celle de l'aristocratie. Elle la trouve dans les bras de Hugh Grosvenor, le deuxième duc de Westminster, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Leur liaison, qui dure près de 10 ans, est fastueuse. Elle découvre la vie de château, les parties de chasse en Écosse, les croisières en Méditerranée sur son yacht. Le duc la couvre de cadeaux extravagants, des bijoux fabuleux, des propriétés, mais il lui offre bien plus que cela. Il lui ouvre les portes du cercle le plus fermé de l'aristocratie britannique. C'est là, au contact de cette élite oisive et conservatrice, qu'elle rencontre Winston Churchill, avec qui elle noue une amitié durable.
Elle pêche le saumon à ses côtés, joue aux cartes avec lui. Cette relation se révélera cruciale pour sa survie des années plus tard. Le futur Premier ministre apprécie son esprit vif et son caractère bien trempé. Il ne se doute pas encore que cette amitié sera un jour mise à l'épreuve de la manière la plus dramatique qui soit. Cependant, dans ce milieu doré, Chanel n'absorbe pas seulement les manières et le style de vie de la haute société. Elle s'imprègne aussi d'une idéologie toxique. Le duc de Westminster et nombre de ses amis affichent un antisémitisme virulent et des sympathies à peine voilées pour les régimes fascistes qui montent en Europe. Des figures comme Oswald Mosley, le chef des fascistes britanniques, sont des invités réguliers. On y parle avec admiration de Mussolini et plus tard d'Hitler. On y méprise la démocratie, on y redoute le communisme. Et l'on voit dans les Juifs la source de tous les maux. Chanel, dont l'antisémitisme était déjà présent, trouve dans ce cercle une confirmation de ses propres préjugés. Elle écoute, approuve et ses idées s'ancrent profondément en elle. Pour elle, la haine devient une opinion comme une autre, un accessoire chic que l'on porte dans les meilleurs salons. Le luxe n'est jamais innocent. Il est souvent le paravent des pires compromissions. Chanel, en s'immergeant dans ce monde, ne fait pas que s'amuser. Elle se prépare, inconsciemment peut-être, à choisir son camp dans le conflit à venir. Elle apprend que le pouvoir et la morale ne font pas toujours bon ménage, que les alliances se font et se défont au gré des intérêts, et que dans la grande partie d'échecs qui se préparent, il faudra être prêt à sacrifier quelques pions pour sauver sa reine. Son style, qui s'inspire largement du vestiaire du duc, le tweed, le béret, la vareuse, n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est le reflet d'une adhésion à un monde, à ses valeurs, ou plutôt à son absence de valeurs. Elle construisait un empire de la mode pendant que d'autres construisaient des barricades, mais à la fin, elle a dû choisir de quel côté se battre. La fin de sa liaison avec le duc de Westminster coïncide avec la fin d'une époque. Les années 30 voudront s'assombrir le ciel de l'Europe. La crise de 1929 a balayé l'insouciance des années folles. Le chômage, la misère et la colère montent. En France, le Front populaire arrive au pouvoir et Chanel, farouchement anticommuniste, voit dans les grèves qui paralysent de ses ateliers une attaque personnelle. Sa haine des syndicats et de la gauche renforce encore ses convictions autoritaires. Elle se sent assiégée, menacée dans son empire, et elle est prête à tout pour le défendre. Le bruit des bottes qui résonnent en Allemagne lui semble peut-être moins effrayant que les chants des manifestants sous ses fenêtres. Elle voyage beaucoup, continue de voir ses amis anglais, mais son regard se tourne de plus en plus vers l'Allemagne. Elle a des relations dans les cercles diplomatiques et financiers. Elle sent le vent tourner. La guerre qui s'annonce n'est pas pour elle une catastrophe inéluctable, mais une redistribution des cartes. Une opportunité peut-être de régler de vieux comptes, notamment avec ses frères Wertheimer qui, selon elle, lui ont volé son parfum. Elle est une femme qui n'oublie rien et ne pardonne rien. La guerre, pense-t-elle, pourrait être l'instrument de sa vengeance. C'est une pensée monstrueuse, mais la logique de Chanel n'a jamais été celle du commun des mortels. Son univers, fait de luxe, de calme et de volupté, est une illusion. C'est un théâtre d'ombre où se jouent des drames bien réels. Derrière les mannequins qui défilent, derrière les sourires des clientes fortunées, se cache une femme rongée par l'ambition, le ressentiment et une vision du monde cynique et glaciale. Le parfum du pouvoir est entêtant, il peut faire perdre la raison. Pour Chanel, il est devenu une drogue, une nécessité vitale, et elle est prête à payer n'importe quel prix pour ne pas en être privée. Alors que le monde retient son souffle au bord du gouffre, Coco Chanel, elle, affûte ses armes. Elle ne sait pas encore qu'elle s'apprête à signer un pacte qui la hantera pour le reste de ses jours, un pacte avec les forces les plus obscures du XXe siècle. La guerre n'est plus un pressentiment, c'est une certitude. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. Pour beaucoup, c'est le début de l'horreur, des sacrifices, de la peur. Pour Coco Chanel, c'est le début d'une nouvelle partie. Sa réaction est aussi spectaculaire que brutale. Elle ferme sa maison de couture du jour au lendemain, mettant à la porte près de 4000 employés. Sa justification est lapidaire, ce n'est pas le moment pour la mode. Est-ce un acte de patriotisme?
Une prise de conscience de la gravité de l'heure? Ou un coup de poker cynique, une manière de se venger des ouvrières qui avaient osé faire grève contre elle quelques années plus tôt? La question reste ouverte, mais connaissant le personnage, la seconde hypothèse est la plus plausible. Elle commence sa propre guerre, une guerre personnelle contre un monde qui ne lui plaît plus. Pendant que des millions de Français sont mobilisés ou fuient sur les routes de l'Exode, Chanel, elle, s'installe. Mais pas n'importe où. Elle élit domicile à l'hôtel Ritz, place Vendôme, qui deviendra son quartier général pour toute la durée de la guerre. Après l'invasion de la France en mai 1940, le Ritz est réquisitionné par l'occupant et devient le lieu de résidence de hauts dignitaires nazis, dont Hermann Göring, le commandant en chef de la Luftwaffe. Chanel vit donc au cœur du pouvoir ennemi, dans une cohabitation qui ne semble pas la déranger. Au contraire, elle y trouve son confort et surtout des protections. Dans ce Paris humilié, où règne le marché noir, les couvre-feux et les rafles, le Ritz est une enclave de luxe et d'insouciance, une bulle hors du temps et de la morale. C'est là, dans les couloirs feutrés de l'hôtel, qu'elle renoue avec un homme qu'elle avait déjà croisé, le baron Hans-Günther von Dinklage, surnommé Spatz. Un homme élégant, polyglotte, de 13 ans son cadet. Officiellement, il est attaché à l'ambassade d'Allemagne. En réalité, c'est un espion professionnel, un agent de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Il devient son amant. Cette liaison n'est pas une simple romance de guerre, c'est un pacte, une alliance stratégique. Grâce à Dinklage, Chanel bénéficie d'un traitement de faveur exceptionnel. Elle peut rester au Ritz, voyager et surtout, elle obtient la libération de son neveu André Pallas, fait prisonnier au début de la guerre. C'est une faveur qui a un prix et Chanel est prête à le payer. Comment une icône de l'élégance française a-t-elle pu franchir la ligne et devenir une collaboratrice, puis une agente de l'ennemi? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Son anticommunisme viscéral la rendait idéologiquement proche de la rhétorique nazie. Son antisémitisme, nourri par ses fréquentations aristocratiques, trouvait un écho favorable auprès de l'occupant. Et puis, il y a le calcul, froid et pragmatique. S'allier au vainqueur du moment était, pour elle, la meilleure façon de survivre, de protéger sa fortune et peut-être de préparer l'avenir. Elle n'a jamais été une femme de conviction politique profonde, elle a toujours été une femme de pouvoir. Et le pouvoir, en 1940, à Paris, était allemand. C'est par l'intermédiaire de Dinklage qu'elle est recrutée par l'Abwehr. Le processus est probablement subtil, une série de conversations, de suggestions, d'offres de services. On ne lui demande pas de poser des bombes ou de dérober des plans militaires. On lui demande d'utiliser ce qu'elle a de plus précieux. Son carnet d'adresses, ses relations internationales, son nom. Elle est enregistrée comme l'agent F-Sept 1124. Et on lui donne un nom de code choisi en référence à son ancien amant, le duc de Westminster. Un nom qui symbolise son accès aux plus hautes sphères du pouvoir britannique. C'est là que réside sa valeur pour les services secrets du Troisième Reich. La trahison pour Chanel n'est pas un concept abstrait. C'est un outil, un levier, un moyen d'arriver à ses fins. Elle a trahi ses origines en les reniant, elle a trahi ses ouvrières en les licenciant. Elle s'apprête maintenant à trahir son pays. Le fait-elle avec des remords, des doutes? Rien ne permet de le penser. Dans sa vision du monde, il y a les forts et les faibles, les gagnants et les perdants. Elle a toujours fait en sorte d'être dans le premier camp. La collaboration n'est pas pour elle une faute morale, mais une adaptation intelligente aux circonstances. C'est une forme de darwinisme social poussé à son paroxysme. Paris, sous la botte nazie, n'est plus la ville lumière. C'est une ville de peur, de délation, où chaque ombre peut cacher un informateur. Chanel navigue dans ce monde avec une aisance déconcertante. Elle continue de mener grand train, de recevoir ses amis, artistes et intellectuels, dont certains, comme Jean Cocteau, s'accommodent aussi de la présence allemande. Elle semble imperméable à la souffrance qui l'entoure. Le port de l'étoile jaune, les arrestations, les déportations, rien de tout cela ne paraît l'affecter. Elle vit dans sa bulle dorée du Ritz, protégée par son amant et ses nouveaux maîtres. Cette période de sa vie est souvent passée sous silence dans les biographies officielles. C'est une tâche indélébile, une vérité si dérangeante qu'on a préféré l'ignorer pendant des décennies. Mais les faits sont là, têtus, consignés dans des archives qui finiront par parler. La naissance de l'agent Westminster n'est pas un accident de l'histoire.
C'est l'aboutissement logique d'un parcours marqué par une ambition sans limite et une absence totale de scrupules. Le génie de la créatrice s'est effacé pour laisser place au monstre froid de la collaboration. La reine de la haute couture a changé de costume pour endosser celui de l'espionne. Un rôle qu'elle va jouer avec le même professionnalisme et la même détermination qu'elle mettait à créer une collection. Le jeu est devenu mortellement sérieux. Le numéro F-Sept 1124 n'est pas un simple matricule dans un fichier poussiéreux. C'est la preuve irréfutable découverte des décennies plus tard dans les archives déclassifiées de l'Abwehr que Gabrielle Chanel était bien une agente rémunérée du service de renseignement militaire nazi. Son nom de code, Westminster, est une clé qui ouvre la porte sur la partie la plus secrète et la plus honteuse de sa vie. Elle n'était pas une collaboratrice passive, une collabo horizontale comme tant d'autres. Elle était une agente active, avec des missions, des contacts et des objectifs précis. Son rôle n'était pas celui d'une petite main, elle était un atout stratégique, un pion de grande valeur sur l'échiquier de la guerre secrète. Sa principale mission, qui restera dans l'histoire de l'espionnage sous le nom de Opération Modelut, chapeau de mode, est d'une ambition stupéfiante. En 1943, alors que le vent de la guerre commence à tourner après la défaite de Stalingrad, certains hauts responsables nazis, notamment au sein de la SS, cherchent à négocier une paix séparée avec les Britanniques. L'idée est de mettre fin à la guerre à l'ouest pour pouvoir concentrer toutes les forces allemandes contre l'Union soviétique. Pour établir un contact discret avec Winston Churchill, ils ont besoin d'un intermédiaire crédible, d'une personne qui puisse approcher le Premier ministre sans éveiller les soupçons. Qui de mieux que son ancienne amie Coco Chanel? Le plan est monté par le général Walter Schellenberg, le chef du renseignement extérieur de la SS, l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du Troisième Reich. Chanel, accompagnée de Dinklage, se rend à Berlin pour le rencontrer. Elle accepte la mission. L'enjeu est énorme. Si elle réussit, elle pourrait changer le cours de la guerre et s'assurer la reconnaissance éternelle du régime nazi. En échange de ses services, elle demande une chose, le arianisation totale de la société de parfums qui porte son nom, c'est-à-dire l'expropriation pure et simple de ses partenaires juifs, les frères Wertheimer. Pour Chanel, l'espionnage et les affaires ont toujours été intimement liés. La mission l'a conduite à Madrid, en Espagne neutre, plaque tournante de l'espionnage international. L'objectif est de prendre contact avec l'ambassadeur britannique, Sir Samuel Hoare, une vieille connaissance, pour qu'il transmette à Churchill une lettre. Elle doit le convaincre que des propositions de paix sérieuses peuvent être faites. Pour l'accompagner et lui servir de couverture, elle emmène avec elle une Italienne flamboyante, Vera Lombardi, une amie commune qu'elle a eue avec le duc de Westminster. Mais l'opération tourne au fiasco. Lombardi, bavarde et imprudente, se vante de sa mission auprès de l'ambassade britannique. Elle est immédiatement arrêtée par les services de renseignement anglais. Chanel, réalisant que sa couverture est grillée, rentre précipitamment à Paris. L'opération Modelut est un échec cuisant. Cet épisode, qui pourrait prêter à sourire s'il n'était pas si sordide, révèle l'amateurisme de Chanel dans le monde impitoyable de l'espionnage. Mais il prouve surtout sa volonté de collaborer au plus haut niveau. Elle n'a pas seulement fourni des informations ou rendu de menus services. Elle a participé activement à une opération stratégique visant à sauver le régime nazi d'une défaite imminente. C'est un acte de trahison caractérisé. Le fait que l'opération ait échoué ne diminue en rien la gravité de son intention. Le génie est-il une excuse pour la trahison ? On dit que le diable s'habille en Prada, mais à cette époque, il portait visiblement du Chanel. Au-delà de cette opération spectaculaire, quelles ont été ses autres activités pour l'Abwehr ? Les archives sont fragmentaires, et Chanel a été très efficace pour brouiller les pistes après la guerre. On sait qu'elle a effectué plusieurs voyages en Espagne, et qu'elle a utilisé ses contacts dans les milieux diplomatiques pour recueillir des informations. Son salon au Ritz restait un lieu d'observation privilégié. Elle transmettait à Dinklage ce qu'elle entendait, les rumeurs, les confidences. Elle était les yeux et les oreilles des Allemands dans le microcosme du Paris mondain et collaborationniste. Chaque information, même anodine, pouvait avoir son importance. Il est terrifiant de penser que la femme qui a créé des symboles d'élégance et de liberté a mis son talent et son intelligence au service d'une idéologie de mort et d'oppression. Peut-on encore regarder un tailleur Chanel de la même manière en sachant cela ?
Peut-on encore porter le numéro 5 sans sentir une odeur de soufre? La dualité du personnage est vertigineuse. D'un côté, la créatrice visionnaire, l'icône de la modernité. De l'autre, l'agente F-Sept 1124, la complice d'un régime barbare. Il n'y a pas deux Chanel, une bonne et une mauvaise. Il n'y en a qu'une, indivisible, dont le génie était nourri par la même source que sa noirceur, une ambition dévorante et un mépris total pour la morale commune. Elle était son propre Dieu, sa propre loi, et dans la guerre, elle a simplement choisi le camp qui lui semblait le plus apte à servir ses propres intérêts. La patrie, l'honneur, la dignité humaine, tout cela n'était pour elle que des mots vides de sens, des accessoires démodés. Face à ces faits, que penser de son héritage? Faut-il dissocier l'œuvre de l'artiste? Une question qui se pose pour de nombreuses figures de l'histoire. Mais dans le cas de Chanel, elle est particulièrement aiguë car son œuvre, c'est elle-même. Elle a fait de sa vie une marque, de son nom un empire. Ignorer ses actions pendant la guerre, c'est accepter une version falsifiée de l'histoire. Une légende dorée qu'elle a elle-même contribué à écrire pour échapper à la justice. Les archives, elles, ne mentent pas. Et elles nous racontent une histoire bien différente. L'histoire d'une reine de la mode qui, dans l'ombre, avait choisi de servir les bourreaux. Son échec dans l'opération Modèle-Lutte l'a-t-elle découragée? Pas le moins du monde. Elle avait un autre plan en tête, une autre guerre à mener, bien plus personnelle et tout aussi abjecte. Une guerre pour un parfum. L'histoire de l'opération Modèle-Lutte vous choque-t-elle? Considérez-vous cette tentative de négociation comme un acte de trahison pure ou une manœuvre politique désespérée de la part des nazis? Partagez votre opinion en commentaire. Alors que l'Europe est à feu et à sang, que des millions de vies sont broyées par la machine de guerre nazie, Coco Chanel mène un combat bien plus personnel. Une guerre privée dont l'enjeu n'est pas la liberté ou la survie d'une nation, mais le contrôle total d'un flacon de parfum. Sa haine tenace envers les frères Wertheimer, ses partenaires juifs dans la société Les Parfums Chanel, atteint son paroxysme pendant l'occupation. Elle voit dans les lois antisémites du régime de Vichy et des autorités allemandes non pas une abomination, mais une opportunité divine, une chance inespérée de reprendre ce qu'elle considère comme son dû. C'est l'un des chapitres les plus sordides de sa biographie, celui où la cupidité et l'antisémitisme se rejoignent dans une tentative de spoliation d'une froideur clinique. Dès 1941, elle met son plan à exécution. Elle écrit aux autorités allemandes, arguant que la société des parfums Chanel est une propriété juive et que, en vertu des lois sur l'arianisation, elle devrait lui revenir de droit. Sa lettre est un modèle de cynisme et de calcul. Elle se présente comme une pure arienne et dénonce ses partenaires, espérant que la machine bureaucratique de l'Holocauste lui servira ses intérêts sur un plateau d'argent. Elle ne se contente pas de collaborer avec l'ennemi. Elle tente d'utiliser l'outil le plus barbare de son idéologie, la persécution raciale, à des fins d'enrichissement personnel. C'est un acte d'une bassesse inouïe, une tentative de profiter directement du génocide en cours. Elle veut tout, le contrôle total de la production, les usines, les brevets. Elle veut effacer les Wertheimer de l'histoire de sa plus grande réussite commerciale. Pour elle, la guerre n'est qu'une continuation des affaires par d'autres moyens. Elle mobilise ses relations, son amant Hans-Günther von Dinklag, pour faire pression sur les autorités. Elle est persuadée que sa proximité avec l'occupant lui garantit la victoire. C'est une bataille juridique et administrative qui se joue dans les coulisses de l'horreur, une course à la fortune sur fond de déportation et de camps d'extermination. Le contraste est saisissant, presque insoutenable. Pendant que des familles juives sont dépouillées de tout et envoyées à la mort, Chanel se bat pour des pourcentages et des droits de propriété. Mais elle a sous-estimé ses adversaires. Les frères Wertheimer, pressentant le danger bien avant le début de la guerre, avaient pris leurs précautions. En 1940, juste avant l'invasion de la France, ils avaient fui aux États-Unis d'Amérique. Et surtout, ils avaient eu la clairvoyance de céder légalement le contrôle de leur entreprise à un ami français, un homme d'affaires chrétien, nommé Félix Amiot. L'acte de vente était parfaitement légal. Lorsque les sbires de Chanel se présentent pour réclamer leur butin, ils trouvent une société qui, sur le papier, n'est plus juive. L'entreprise est arianisée, mais pas au profit de Mademoiselle. C'est un coup de génie stratégique de la part des Wertheimer, un contre-jeu brillant qui laisse Chanel furieuse et démunie.
Sa tentative de prise de contrôle hostile se solde par un échec. La bureaucratie nazie, malgré toute sa bonne volonté à son égard, ne peut rien faire face à un document juridiquement inattaquable. Cette défaite ne fait qu'attiser sa haine. Elle se sent trahie non seulement par ses anciens partenaires, mais aussi par ses nouveaux protecteurs, qui n'ont pas su lui donner ce qu'elle voulait. Cet épisode révèle la véritable nature de sa collaboration. Elle n'est pas idéologique, elle est purement opportuniste. Le nazisme n'est pour elle qu'un outil au service de ses ambitions personnelles. Quand l'outil se révèle inefficace, elle s'en détourne avec mépris. Cette guerre du parfum est peut-être plus révélatrice de sa personnalité que ses activités d'espionnage. L'espionnage peut encore être paré d'une aura de mystère, d'aventure, de jeu dangereux. La tentative de spoliation, elle, est simplement sordide. Elle montre un personnage dénué de toute empathie, de toute décence, prêt à marcher sur des cadavres pour un flacon de verre. Le fait qu'elle ait échoué ne change rien à l'intention. Elle a tenté de s'enrichir grâce à la persécution raciale. C'est un fait qui ne peut être ni nié ni excusé. Il n'y a pas de génie qui puisse racheter une telle abjection. L'ironie de l'histoire est que cette même famille, Wertheimer, qu'elle a tenté de détruire en utilisant les lois nazies, sera celle qui, des années plus tard, la sauvera de l'oubli et financera son retour triomphal sur la scène de la mode. Une pirouette du destin qui en dit long sur le cynisme du monde des affaires, où l'argent n'a pas d'odeur, même celle de la trahison la plus abjecte. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, la guerre touche à sa fin. Les Alliés ont débarqué en Normandie, Paris est sur le point d'être libéré. L'heure des comptes approche. Pour les collaborateurs, c'est l'heure de la peur, de la fuite, du châtiment. Coco Chanel, dans sa suite du Ritz, sent le vent tourner une nouvelle fois. Elle a misé sur le mauvais cheval. Il est temps pour elle de changer de camp une fois de plus. Sa capacité de survie, son talent pour la métamorphose vont être mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Le rideau tombe sur le théâtre de l'occupation. Un nouveau décor se met en place, celui de la libération avec ses héros, ses martyrs et ses traîtres. Et Chanel sait qu'elle est dans la 3e catégorie. Août 1944, Paris est une poudrière d'émotions. La joie délirante de la libération se mêle à une soif de vengeance brûlante. Après 4 années d'humiliation et de privation, l'heure est au règlement de compte. On traque les collaborateurs, les collabos, les femmes accusées d'avoir fréquenté l'ennemi sont tondues en public, livrées à la vindicte populaire. C'est l'épuration sauvage, brutale, souvent injuste, mais à la mesure de la souffrance endurée. Dans ce climat insurrectionnel, personne ne semble pouvoir échapper à la justice du peuple ou à celle, plus officielle, des nouvelles autorités. Surtout pas une figure aussi en vue que Coco Chanel, dont la liaison avec un espion nazi et la vie luxueuse au Ritz pendant toute la guerre étaient de notoriété publique. Son arrestation est inévitable. Des membres des forces françaises de l'intérieur, la branche armée de la résistance, se présentent à sa suite du Ritz. On lui ordonne de les suivre. Elle est emmenée pour interrogatoire. Pour n'importe qui d'autre dans sa situation, le sort semble scellé. Au mieux, une longue peine de prison, au pire, le peloton d'exécution. D'autres artistes et personnalités, accusés de faits bien moins graves, seront jugés et condamnés. Le destin de Chanel paraît tracé. Elle est l'incarnation même de la collaboration mondaine, le symbole d'une élite qui a pactisé avec l'ennemi pendant que le peuple souffrait. L'avoir jugée et punie serait un exemple, une catharsis pour une nation en quête de justice. Mais l'incroyable se produit. Quelques heures à peine après son arrestation, Coco Chanel est libérée. Elle rentre tranquillement au Ritz comme si de rien n'était. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé pendant ce court interrogatoire? Le mystère de sa libération quasi instantanée a nourri toutes les spéculations et contribué à forger sa légende noire. La version la plus répandue, qu'elle a elle-même accréditée, est digne d'un roman d'espionnage. Pendant son interrogatoire, face à des résistants décidés à lui faire payer sa trahison, elle aurait demandé, avec un calme olympien, la permission de passer un seul coup de téléphone. Son interlocuteur, Winston Churchill, le Premier ministre britannique, le héros du monde libre. Est-ce la vérité ou une autre de ses fictions? Il est difficile de le prouver. Il n'existe aucune trace écrite de cet appel. Mais l'hypothèse est plausible. Churchill et Chanel se connaissaient bien depuis les années 20, du temps de sa liaison avec le duc de Westminster.
Ils étaient amis. De plus, les Britanniques, et Churchill en particulier, avaient des raisons de vouloir étouffer l'affaire. Chanel en savait probablement beaucoup sur les sympathies pro-nazies d'une partie de l'aristocratie britannique, y compris des membres de la famille royale. Un procès public aurait pu entraîner des révélations embarrassantes pour un allié majeur de la France. L'intervention de Churchill, si elle a eu lieu, n'était donc pas un service rendu à une vieille amie, mais un acte politique calculé visant à protéger les secrets de l'establishment britannique. Une autre théorie, complémentaire, est que Chanel a négocié sa liberté en livrant des informations. Elle aurait pu donner les noms d'autres agents, d'autres collaborateurs, sauvant sa peau en sacrifiant celle des autres. C'est une stratégie qui correspond parfaitement à son caractère. Elle n'a jamais hésité à trahir pour servir ses propres intérêts. Face au danger, elle a probablement utilisé les seules armes qui lui restaient, les secrets qu'elle avait accumulés et les noms qui figuraient dans son carnet d'adresses. Elle a retourné sa veste une dernière fois, passant du statut d'agente nazie à celui d'informatrice pour les Alliés. Quelle que soit la vérité exacte, le résultat est là. Chanel échappe à la justice. Alors que la France juge ses traîtres, elle reste intouchable. C'est une injustice flagrante, une preuve que pour les puissants, les règles ne sont pas les mêmes. Elle a compris que la justice des hommes est une chose relative, négociable, surtout quand on a des amis haut placés. Son sauvetage n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une diplomatie secrète, d'arrangements en coulisses où la raison d'État l'emporte sur la morale. La justice pour tous est un beau principe, mais la réalité du pouvoir est souvent bien plus cynique. Cependant, si elle échappe à la prison, elle ne peut échapper à l'opprobre. L'air de Paris est devenu irrespirable pour elle. Son nom est associé à la collaboration. Elle est une paria. Quelques jours après sa libération, elle fait ses valises et quitte la France. Ce n'est pas une fuite, c'est un exil stratégique. Elle part pour la Suisse, pays neutre, où elle va attendre que les passions se calment, que les mémoires s'estompent. Elle s'installe à Lausanne dans un palace au bord du lac Léman. Elle a sauvé sa liberté et sa fortune. Le reste, pense-t-elle, n'est qu'une question de temps. Elle sait que le monde oublie vite, surtout quand on a quelque chose de nouveau à lui vendre. Son exil ne sera pas la fin de son histoire. Ce ne sera qu'un entr'acte avant le troisième acte, le plus spectaculaire de tous, son retour. Pendant près de 10 ans, Coco Chanel vit dans une cage dorée en Suisse. Elle mène une existence luxueuse et oisive, loin de l'agitation de Paris. Elle observe de loin le monde de la mode qu'elle a autrefois dominé, changé radicalement. Après les privations de la guerre, le créateur Christian Dior lance en 1947 ce que la presse américaine appellera le New Look. Des jupes longues et amples, des tailles de guêpe, des épaules arrondies, un retour à une féminité corsetée, à l'opposé de tout ce pourquoi Chanel s'était battue. Elle déteste cette nouvelle mode qu'elle juge ridicule et rétrograde. Dior n'habille pas les femmes, il les rembourre, lance-t-elle avec son mépris habituel. Cette haine du New Look, combinée à l'ennui de l'exil, fait naître en elle une idée folle, revenir. En 1954, à l'âge de 71 ans, un âge où la plupart des gens aspirent à une retraite paisible, elle décide de rouvrir sa maison de couture. C'est un pari insensé. Le monde l'a oubliée, ou pire, se souvient d'elle comme d'une collaboratrice. La presse française l'attend au tournant, prête à la déchiqueter. Pour financer ce retour, elle a besoin de capitaux considérables. Et c'est là que l'histoire prend une tournure d'une ironie mordante. La personne qui va financer son comeback n'est autre que Pierre Wertheimer, l'homme qu'elle avait tenté de spolier avec l'aide des nazis. Pourquoi un tel geste? Ce n'est pas un acte de pardon chrétien, c'est un calcul commercial d'une logique implacable. Wertheimer, qui a repris le contrôle total des parfums Chanel après la guerre, sait que si le nom Chanel redevient synonyme de haute couture, les ventes de parfums, et notamment du numéro 5, exploseront. Il ne finance pas la femme, il investit dans la marque. Il lui propose un marché. Il prend en charge tous les coûts de la maison de couture et en échange, il obtient la totalité des droits sur tous les produits portant le nom Chanel, y compris les parfums. Acculée, elle accepte. C'est le pacte faustien ultime. Pour renaître, elle doit vendre son nom à l'homme qu'elle haïssait le plus. C'est une histoire qui démontre que dans le capitalisme, il n'y a pas d'ennemis éternels, seulement des intérêts permanents.
Le jour de la présentation de sa nouvelle collection, en février 1954, le tout Paris de la mode est là. L'atmosphère est glaciale. Les critiques français descendent en flammes sa collection. Ils la jugent datée, ennuyeuse, un simple recyclage de ses idées d'avant-guerre. Le Figaro écrit « C'est un fiasco, on la croit finie, enterrée pour de bon. Chanel est dévastée, mais elle ne se laisse pas abattre. Elle a toujours su qu'elle avait un temps d'avance sur son époque. Et une fois de plus, elle va avoir raison. Si Paris la boude, un autre pays va l'acclamer, les États-Unis d'Amérique. La presse américaine, notamment le magazine Life, adore sa collection. Les Américaines, des femmes actives et pragmatiques, sont séduites par le confort, l'élégance et la modernité de ses créations. Elles n'ont que faire des rumeurs sur son passé de guerre. Elles voient en elle une pionnière, une femme qui s'est faite toute seule, l'incarnation du rêve américain version française. Le succès outre-Atlantique est phénoménal, les commandes affluent, le tailleur en tweed, pièce maîtresse de sa collection, devient l'uniforme de la femme moderne et élégante. Le marché américain la sauve et par ricochet force l'Europe à la regarder d'un nouvel œil. Lentement mais sûrement, elle reconquiert sa place. La reine est de retour sur son trône, son retour est une leçon de volonté et de résilience. Mais c'est aussi une histoire d'amnésie collective. Le monde de l'après-guerre, avide de glamour et de nouveautés, est prêt à oublier le passé dérangeant de Chanel. On préfère le mythe de la grande créatrice à la réalité de la collaboratrice. Elle-même participe activement à cet effacement. Elle contrôle sa communication d'une main de fer, accorde des interviews où elle réécrit son histoire, se présentant comme une résistante de la première heure. Le mensonge est si gros qu'il finit par devenir une forme de vérité. Le monde veut croire à la belle histoire et elle la lui sert sur un plateau d'argent. Le retour de Chanel est donc un triomphe, mais un triomphe ambigu. Il est fondé sur un déni, un pacte du silence entre elle, les médias et son public. Son génie créatif a servi de sauf-conduit, de machine à laver pour blanchir un passé sulfureux. Elle a prouvé que le succès est la plus efficace des amnisties. Elle a gagné son dernier pari, le plus audacieux de tous. Elle n'est plus seulement une créatrice de mode. Elle est devenue un monument intouchable, une légende qui a réussi l'exploit de survivre à sa propre infamie. La seconde partie de sa carrière commence, celle où elle va créer ses pièces les plus iconiques, celles qui définissent encore aujourd'hui l'idée même de l'élégance. Le geste des Wertheimer vous semble-t-il être un coup de génie commercial ou un acte de pardon moralement inacceptable? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Les années 50 et 60 marquent l'apogée de la seconde carrière de Coco Chanel. Elle est redevenue une figure centrale, une impératrice de la mode dont chaque création est attendue, copiée, célébrée. C'est durant cette période qu'elle perfectionne et popularise ses plus grandes icônes, des pièces qui vont transcender les modes pour devenir des classiques intemporels. Le plus célèbre est sans doute le tailleur en tweed. Avec sa veste droite, sans col, bordée de ganses, et sa jupe simple, il est la quintessence du style Chanel. Confortable, fonctionnel et d'une élégance discrète. Il devient l'uniforme des femmes de pouvoir du monde entier, de Jackie Kennedy à Grace Kelly. Il est un symbole de statut social, mais aussi d'une nouvelle forme de féminité, active et indépendante. En février 1955, elle lance un autre de ses chefs-d'œuvre, le sac matelassé avec sa chaîne dorée, connu sous le nom de 2,55, en référence à la date de sa création. C'est une révolution. Pour la première fois, un sac de luxe est doté d'une bandoulière, libérant les mains des femmes. Comme toujours chez Chanel, l'idée est née d'un besoin pratique. Elle s'inspire des sacoches militaires. Chaque détail est pensé. Le matelassage pour la solidité, la chaîne pour le confort, la poche secrète pour les lettres d'amour. Le 2,55 n'est pas un simple accessoire. C'est un objet de design parfait, un compagnon de vie pour des générations de femmes. Elle crée aussi les escarpins bicolores, beige, avec un bout noir qui allonge la jambe et raccourcissent le pied. Elle multiplie les bijoux fantaisie, les longues chaînes de perles, les broches camélias, démocratisant l'idée que le bijou n'a pas besoin d'être précieux pour être chic. Son style est reconnaissable entre tous. Il est une grammaire, un langage. Chanel n'a pas seulement inventé des vêtements. Elle a inventé une allure, une façon d'être. Elle a défini les codes de l'élégance moderne et son influence est encore palpable aujourd'hui.
Son génie créatif est à son zénith. Elle est une légende vivante, adulée, respectée. Mais ce triomphe a un prix, le silence. Parallèlement à la création de ces icônes de la mode, Chanel s'emploie à construire une forteresse impénétrable autour de son passé. Elle devient la gardienne de sa propre légende, qu'elle polit et réécrit au fil des interviews qu'elle accorde avec parcimonie. Elle est devenue une experte en manipulation médiatique. Elle sait distiller les anecdotes, charmer les journalistes, imposer ses propres vérités. Toute question sur la guerre est systématiquement écartée, balayée d'un revers de main méprisant. Ceux qui osent l'interroger sur le sujet sont bannis de son cercle. Elle se fabrique un personnage de résistante, invente des histoires de messages cachés dans ses flacons de parfum. Le mensonge est total, mais il est efficace. Le monde de la mode, la presse, la société tout entière sont complices de cette amnésie volontaire. Pourquoi gâcher une si belle histoire avec une vérité aussi laide ? Le mythe de la petite orpheline devenue reine de Paris est bien plus vendeur que celui de la collaboratrice nazie. On préfère célébrer le génie et fermer les yeux sur les crimes. C'est un pacte tacite, un arrangement confortable pour tout le monde. La maison Chanel, sous la houlette des Wertheimer, veille à ce que l'image de sa fondatrice reste immaculée. On ne vend pas du parfum avec des histoires de camps de concentration. On vend du rêve, du luxe, de la magie. Et Chanel est la grande magicienne qui a réussi à faire disparaître son propre passé. Ce mur du silence est d'une efficacité redoutable. Pendant des décennies, la vérité sur ses activités pendant la guerre reste confinée au cercle des historiens et des services secrets. Pour le grand public, elle est et reste Mademoiselle, l'incarnation de l'élégance française, une figure intouchable. Elle contrôle son histoire avec la même autorité qu'elle contrôle la coupe d'une veste. Rien ne dépasse, rien n'est laissé au hasard. Sa vie est devenue sa création la plus aboutie, une œuvre d'art totale où la fiction a triomphé de la réalité. Elle a prouvé que si l'on répète un mensonge assez longtemps et avec assez d'aplomb, il peut devenir une vérité pour le plus grand nombre. Pourtant, derrière cette façade de contrôle absolu, la femme vieillissante est-elle en paix avec elle-même ? Les fantômes du passé ne viennent-ils jamais la hanter dans sa suite du Ritz, la même suite où elle a vécu avec son amant espion ? La même suite d'où elle a été emmenée par la résistance. Le silence qu'elle impose au monde extérieur ne peut pas faire taire la voix de sa propre mémoire. Elle a échappé au jugement des hommes, mais peut-elle échapper au sien ? Les dernières années de sa vie apporteront une réponse troublante à cette question. La gloire et la fortune ne sont pas toujours un rempart suffisant contre la solitude et les remords. Ou peut-être contre la peur que, malgré toutes ces précautions, la vérité finisse un jour par éclater. Les dernières années de la vie de Coco Chanel sont un paradoxe poignant. D'un côté, elle est au sommet de la gloire, une icône mondiale dont le nom est synonyme de luxe et d'élégance. Son empire est plus florissant que jamais. De l'autre, elle est une femme profondément seule, recluse dans sa suite de l'hôtel Ritz, les mêmes appartements qui furent le théâtre de ses intrigues pendant la guerre. Le Ritz est devenu sa cage dorée, un mausolée de luxe où elle vit entourée des fantômes de son passé. La femme qui a habillé des générations de femmes, qui a prêché l'indépendance et la liberté, finit ses jours dans un isolement quasi total. Sa solitude est en grande partie auto-infligée. Son caractère est devenu de plus en plus difficile. Elle est tyrannique avec ses employés, cassante avec ses rares amis, rongée par la méfiance et une forme de paranoïa. Elle se sent trahie par tout le monde, voit des complots partout. Ses remarques acerbes et ses éclats de colère sont légendaires. Elle est amère, aigrie, comme si le succès planétaire qu'elle a connu ne lui avait apporté aucune forme de paix intérieure. Peut-être est-ce le poids de ses secrets qui la ronge de l'intérieur. Le mur du silence qu'elle a érigé l'a protégée du monde extérieur, mais il l'a aussi emmurée vivante. Elle ne cesse jamais de travailler. Le travail est sa seule drogue, sa seule raison de vivre. Chaque jour, elle traverse la rue Cambon pour se rendre dans son studio, au-dessus de sa boutique. Elle supervise tout, corrige un détail, ajuste une épaule, drapant le tissu sur ses mannequins jusqu'à la perfection. Elle est exigeante, infatigable, comme si elle cherchait dans la discipline du travail un refuge contre ses propres démons. La mode est le seul domaine où elle a encore le contrôle absolu, le seul endroit où elle peut encore imposer sa loi. Le reste de sa vie lui a échappé, ou plutôt, elle l'a sacrifié sur l'autel de son ambition. Elle n'a jamais eu de véritable famille.
pas de mari, pas d'enfants. Ces grandes histoires d'amour se sont toutes terminées tragiquement ou par des séparations. Les hommes de sa vie sont morts ou l'ont quitté. Les amis de sa jeunesse ont disparu. Elle se retrouve seule face à son propre reflet dans les miroirs qui tapissent son célèbre escalier de la rue Cambon. Un reflet qui lui renvoie l'image d'une femme âgée, puissante, mais terriblement seule. La créatrice qui voulait donner le pouvoir aux femmes n'a au fond jamais su comment être heureuse. Sa santé décline, mais elle refuse de s'arrêter. Elle continue de préparer sa prochaine collection avec la même ferveur. Elle a peur de la mort, mais elle a peut-être encore plus peur de l'inactivité, du vide. Le 10 janvier 1971, un dimanche, elle meurt dans son lit, au Ritz. Elle a 87 ans. Sa dernière phrase, adressée à sa camériste, aurait été « Vous voyez, c'est comme ça qu'on meurt ». Une dernière pirouette, un dernier mot d'esprit pour masquer l'angoisse de la fin. Le monde entier pleure la perte d'une géante de la mode. Les hommages affluent. On célèbre la créatrice visionnaire, la femme qui a révolutionné la silhouette féminine, l'incarnation de l'esprit français. Son passé trouble est pudiquement passé sous silence. Dans les nécrologies, il n'est pas question de l'agent F-Sept 1124, ni de l'opération Modèle-Ut, ni de sa tentative de spoliation des Wertheimer. L'histoire officielle, celle qu'elle a si soigneusement écrite, triomphe une dernière fois. Ses sombres secrets semblent l'avoir suivie dans la tombe. On enterre une légende, pas une femme. Son testament est à son image, contrôlé, précis, sans effusion de sentiments. Elle est enterrée à Lausanne, en Suisse, le pays de son exil, comme si elle ne voulait pas reposer dans cette France qui, selon elle, l'avait trahie. Sur sa tombe, pas de croix, mais la tête d'un lion, son signe astrologique, symbole de sa force et de son orgueil. La page semble tourner. L'empire Chanel, désormais entièrement entre les mains de la famille Wertheimer, va continuer de prospérer, s'appuyant sur l'héritage immense et l'image immaculée de sa fondatrice. Le mythe est achevé, scellé dans le marbre. Mais l'histoire, elle, n'avait pas encore dit son dernier mot, car les archives ont une mémoire plus longue que les hommes. Et un jour, elle finirait par parler. Le véritable jugement de Coco Chanel n'allait pas avoir lieu de son vivant, mais bien des années après sa mort. Pendant des décennies après sa mort, le mythe de Coco Chanel reste intact. La maison de couture, relancée de manière spectaculaire dans les années 80 par le créateur Karl Lagerfeld, devient plus puissante et plus désirable que jamais. La légende de sa fondatrice, soigneusement entretenue, sert de socle à un empire mondial du luxe. L'histoire de la petite orpheline devenue reine de Paris, expurgée de ses chapitres les plus sombres, est racontée dans des livres, des films, des expositions. Elle est une icône féministe, un modèle de réussite et d'indépendance. La vérité, elle, dort dans des cartons classifiés, dans les archives des services secrets français, britanniques et allemands. Mais l'histoire est une force patiente. Tôt ou tard, les portes des archives s'ouvrent. Le tournant a lieu au début du XXIe siècle. Des historiens, fouillant dans des dossiers récemment déclassifiés, commencent à trouver des pièces du puzzle, des notes de service, des rapports d'agents, des télégrammes cryptés. Le nom de Chanel apparaît associé à celui de Dinklage, à l'Abwehr, à l'opération Modèle-Ut. Les rumeurs, qui avaient toujours circulé dans les cercles d'initiés, commencent à se transformer en faits documentés. En 2011, le coup de tonnerre éclate avec la publication du livre du journaliste américain Hal Vaughan, Sleeping with the Enemy, Coco Chanel's Secret War. Au lit avec l'ennemi, la guerre secrète de Coco Chanel. Le livre, basé sur des archives inédites, expose en détail et sans concession les activités de Chanel en tant qu'agente nazie. Le scandale est mondial. Pour la première fois, les preuves sont étalées sur la place publique. Le matricule F-Sept 1124, le nom de code Westminster, les détails de sa mission à Madrid, tout est là. Le livre documente également son antisémitisme virulent et sa tentative de voler le business de ses partenaires juifs. Le mythe se fissure, la statue de la commanderie commence à vaciller. La réaction de la maison Chanel est d'abord le déni. Le groupe publie un communiqué affirmant que son rôle pendant la guerre a été mal compris, qu'elle a agi pour protéger son neveu, minimisant les faits, semant le doute. C'est la stratégie classique du contrôle des dommages. Mais il est trop tard. D'autres enquêtes, d'autres livres, d'autres documentaires suivent.
confirmant et enrichissant les révélations de Vaughan. La vérité est désormais impossible à ignorer. Le monde est confronté à une question vertigineuse. Que faire de l'héritage d'un génie qui s'est avéré être une traîtresse et une antisémite? Peut-on et doit-on séparer l'œuvre de la créatrice? Peut-on admirer la petite robe noire tout en condamnant la femme qui l'a conçue? La discussion n'est plus confinée aux cercles académiques. Elle devient un débat public passionné. Pour certains, la réponse est simple. Il est impossible de dissocier les deux. L'héritage de Chanel est irrémédiablement souillé. Porter du Chanel, c'est, d'une certaine manière, porter le poids de ses crimes. Pour d'autres, la distinction est nécessaire. Il faut condamner les actions de la femme sans pour autant rejeter la révolution esthétique qu'elle a accomplie. Son apport à la mode et à l'émancipation des femmes est un fait historique qui ne peut être effacé par ses fautes morales, aussi graves soient-elles. Le débat fait rage et il n'y a pas de réponse facile. L'histoire de Chanel est devenue un cas d'école, un miroir tendu à notre société, nous interrogeant sur notre rapport à l'art, à l'histoire et à la morale. Le plus stupéfiant dans cette histoire est peut-être sa conclusion. Malgré ses révélations fracassantes, la marque Chanel ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle est devenue encore plus puissante, encore plus désirable. Des millions de personnes à travers le monde continuent d'acheter ses sacs, ses parfums, ses vêtements, en pleine connaissance de cause ou en choisissant de l'ignorer. Le nom Chanel est devenu plus grand que la femme elle-même. C'est une entité autonome, un symbole de luxe si puissant qu'il semble pouvoir résister à toutes les vérités, même les plus dérangeantes. C'est peut-être la victoire ultime de Coco. Elle a créé un mythe si fort qu'il lui a survécu et a même absorbé la révélation de sa propre infamie. Son histoire n'est donc pas seulement la biographie d'une femme exceptionnelle. C'est une parabole sur la nature du génie, du pouvoir, de la mémoire et de l'oubli. Elle nous rappelle que les choses les plus élégantes peuvent avoir le revers le plus sombre, que derrière la beauté peut se cacher la laideur, et que l'histoire est un champ de bataille où la vérité peine souvent à se faire entendre face au vacarme des légendes. Le procès de Coco Chanel, celui qui n'a jamais eu lieu de son vivant, se déroule aujourd'hui dans la conscience de chacun d'entre nous, et le verdict reste à écrire. Le nom Chanel est aujourd'hui plus puissant que jamais. Est-ce la preuve que le génie accorde l'amnistie ou que notre mémoire est tout simplement trop courte pour la moralité? Écrivez votre verdict dans les commentaires.